Mesdames, Messieurs, vous avez beaucoup de chance de venir entendre Pierre-Marie Hoare de l'Académie française. J'ai dit Jean-Marie. J'ai dit Jean-Marie. J'ai dit Pierre-Marie. Maître, je frappe ma coule. Jean-Marie Hoare, qui est un écrivain très prolixe, puisque le dernier livre, Drôle de justice, est le 41e de ses ouvrages depuis l'origine. Et c'est la deuxième fois qu'il nous fait l'honneur de venir au Palais littéraire et musical parler. Et donc, c'est un grand bonheur pour moi et pour nous tous de l'entendre. Il se présente comme un anarchiste de droite. Je serais plutôt conformiste de gauche, même si de temps en temps, je suis son disciple à travers la phrase que j'ai enseignée à nos futurs confrères, « le devoir d'insolence ». C'est à lui que je dois cette phrase, que je répète à l'envi pour tous ceux de nos confrères qui, maltraités par des juges, doivent apprendre à être insolents. Alors je ne vais pas parler beaucoup plus, mais quelques avocats ont donné cet exemple de l'insolence, et notamment cet extraordinaire avocat qui était une fripouille politique, mais un très grand avocat, Tixier-Vignancourt, qui un jour, vous connaissez l'histoire, parle de manière un peu rude au tribunal, et le président lui dit « Maître Tixier-Vignancourt, vous ne respectez pas le tribunal ?» Et de sa voix d'éthyllo-tabagique, il a répondu « Au tribunal, tout mon respect, de confiance aucune. » Et c'est un peu comme cela que nous allons démarrer notre entretien. Bon, bah, comme vous avez présenté Jean-Marie, c'est peut-être pas la peine que je recommence à le présenter. Mais peut-être faut-il que je vous présente. Mais enfin, je pense que tout le monde vous connaît puisque vous êtes ici chez vous. Non, c'est intéressant d'avoir votre éclairage, vous, votre livre sur Bernanos, que Jean-Marie connaît bien, et d'avoir votre avis sur le livre de Jean-Marie, Drôle de justice, qui est un curieux livre parce qu'il se décompose en deux parties. L'une première partie qui est une forme de présentation et de cris, souvent de révolte d'ailleurs, contre la façon dont est rendue la justice des hommes. Et puis la seconde partie qui est une pièce de théâtre qui est absolument formidable. Vous allez à la fois rire, parce que c'est tout l'univers d'un romancier, je ne voudrais pas déflorer, mais en tout cas dans une famille traditionnelle, avec un juge. On peut que le détester tout de suite. Et il est détestable. Et vous verrez tout ça, c'est absolument formidable. Il y a un rebondissement final. C'est une pièce, j'espère qu'elle sera jouée au théâtre, comme l'a été Le Bar de l'Oriental, la précédente pièce de Jean-Marie. Voilà. Alors je me suis efforcé de rédiger une dizaine de questions qui peuvent s'adresser aussi bien à l'un qu'à l'autre, sauf les deux premières, peut-être, qui sont plus spécifiquement adressées à Jean-Marie. Alors Jean-Marie, d'où vous vient ce désir d'en découdre en permanence avec la justice, que ce soit avec l'affaire du cartel des pétroliers, les prostituées de Lyon, l'affaire Omar Haddad, enfin, vous êtes toujours en colère. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci, cher Jean-René. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai une réputation, pour ceux qui me connaissent un peu, d'arriviste. Tout le monde imagine que finalement j'ai les dents qui raient le parquet, et que surtout mon but c'était d'entrer à l'Académie française. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais je voudrais donner une précision, c'est que si j'ai voulu rentrer à l'Académie française, c'est avec l'arrière-pensée d'être invité ici, aujourd'hui, au palais littéraire et musical. Surtout en présence d'un bâtonnier à la réputation exceptionnelle,
et qui est tellement amical, alors que la dernière fois que j'ai vu un bâtonnier, c'était beaucoup moins amical, parce que c'était à la 17e chambre correctionnelle, défendue par Thierry Lévy, où j'ai été terriblement matraqué. Et à ce moment-là, il y avait cette... Vous connaissez bien sûr ce bâtonnier qui a joué un grand rôle dans l'affaire Omar Haddad. Et je dois dire, vraiment, je n'étais pas à la fête. Je n'étais pas à la fête. Et je me suis senti à ce moment-là, au cours de ce procès devant la 17e chambre, je me suis senti un peu comme Zelensky à la Maison-Blanche. Parce que d'un côté, j'avais le président qui me traînait dans la boue, qui me disait « j'ai honte pour vous ». Moi, je ne comprenais pas. J'ai cru que j'allais être félicité quand je suis arrivé pour défendre une erreur judiciaire. Et il y avait Maître Kiechman, qui m'appelait le petit marquis, et qui a dit à un moment « Nous savons tous pourquoi vous avez défendu Omar Haddad. C'était pour vous faire élire à l'Académie française. » Et à ce moment-là, Jean d'Ormesson, qui était présent, a dit « Maître, je crois que vous ne connaissez pas très bien les usages de l'Académie française. Si on veut s'y faire élire, mieux vaut faire la biographie du roi du Maroc plutôt que celle d'un jardinier marocain. » Alors, vous m'avez dit que j'en veux aux juges, c'est ça? Oui. J'en veux aux juges. Non, pas tant aux juges qu'à la justice rendue. À la justice. Alors, je veux vous dire, si j'en veux aux juges, c'est pas parce que j'ai eu cette condamnation devant la 17e chambre de 100 000 € et accessoirement ce qui m'a amené à être viré du Figaro littéraire. Non, c'est pas tellement ça. Je veux vous dire, j'en veux à la justice pour ses erreurs et en même temps pour cette cécité, cette surdité dans l'affaire, principalement dans l'affaire Omar Haddad. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même énorme que quelqu'un comme moi, et je peux l'avouer maintenant, qui avait raté sa première année de droit, eh bien, découvre des choses dans cette affaire Omar Haddad que ces gens très sérieux, qui vraiment avaient tant de diplômes et une telle habitude de la justice, étaient incapables de découvrir. C'est-à-dire qu'Omar était innocent, ce qu'on savait dès le début. Dès le début, et je ne vais pas m'étendre sur cette affaire, mais c'est pour deux raisons. Dès le début, il y a eu une autopsie. Et cette autopsie qui montrait que Mme Marshall avait un traumatisme crânien, le foie perforé à 2 endroits, la mâchoire arrachée, un doigt sectionné, ne pouvait pas faire cette inscription. C'était absolument impossible. Écrire « Omar m'a tué » avec l'apostrophe sur une porte de la cave, plus à 6 mètres une autre inscription, ça montrait quelqu'un en très bonne santé, ce qui n'était pas le cas. C'était donc impossible qu'elle ait fait cette inscription. Donc, on aurait dû dire, mais cette accusation ne tient pas debout, ne tient pas, puisque ce n'est pas elle qui a pu l'écrire. Et la deuxième chose de cette affaire, vous qui appartenez à ces professions judiciaires, la condamnation. Omar Haddad a été condamné à 18 ans de réclusion avec les circonstances atténuantes. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi il y a ces circonstances atténuantes? C'est très clair, c'est ce que je dénonce aussi dans mon livre, c'est parce que le président Jian, paix à son âme, considérait qu'Omar était coupable, ou bien on lui avait chuchoté à l'oreille qu'il fallait qu'Omar soit coupable, et les jurés étaient contre. Donc, après 6 heures de délibéré, il a dit, écoutez, on va couper la poire en deux. On va le condamner avec les circonstances atténuantes, il ne fera que la moitié de sa peine. Qu'est-ce que c'est 8 ans de prison dans une vie? C'est rien. Et donc, c'est ce qui a amené la décision du tribunal, alors que les jurés se sont plaints dans les journaux pour dire qu'ils avaient subi des pressions intolérables. Et vous savez que c'est, bien sûr, c'est condamnable et ils ont pris des risques. Mais pourquoi j'en veux aux juges? J'en veux aux juges
Parce qu'il n'y a pas seulement eu cette affaire-là. Une de mes premières affaires, ça a été l'affaire Gabrielle Russier, un article que j'ai écrit en 1969 dans le Figaro. Elle était vivante. Et puis, un mois plus tard, elle était morte. Et moi, j'avais pris position pour dire que c'était un scandale qu'une femme soit emprisonnée pour de telles raisons. Et puis, ensuite, il y a eu beaucoup d'autres affaires. Mais je voudrais dire, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, chez les juges, depuis tellement longtemps, j'ai vu beaucoup d'écrivains protester parce qu'il y avait des injustices. Mais regardez ces 14 siècles, ces 15 siècles d'injustice où on livrait des hommes pour un blasphème aux bourreaux, on leur arrachait la langue, on les castrait. Et quels sont les juges qui ont protesté? Moi, je trouve ça assez frappant de voir à quel point, finalement, parmi ces juges, je n'ai jamais vu une indignation. Et qu'il n'y ait eu aucune repentance, c'est ce qui, personnellement, me frappe parce que, pour reprendre l'expression de Romain Gary, il disait « j'ai mal chez les autres ». Eh bien, moi, j'ai mal pour toutes ces sorcières qui ont été brûlées avec la bénédiction des juges et avec cette absence totale de compassion pour les victimes de traitements atroces. Alors, moi, je propose de donner la parole à la défense. Alors, est-ce que la justice est juste ou, comme le disait François Mitterrand, la loi est-elle une force injuste? Est-ce que je suis branché? Oui. La loi est-elle juste? Non. On n'entend rien? Si. Il faut l'avoir plus proche de votre menton. Je vais, si vous voulez, revenir un peu en amont. Nous confondons le juste avec la justice qui est l'émanation de l'institution judiciaire. Or, la justice institution ne rend pas forcément des décisions justes, pour deux raisons. La première, c'est que la loi n'est que l'expression, à un moment donné, de la conscience collective, qui évolue plus vite que la loi ne change. Ce qui donne des situations tout à fait étonnantes, puisque, à la fin de leur vie, des magistrats sont amenés à condamner des femmes délinquants parce qu'ils ont tenté d'empêcher des femmes d'exercer leur droit à avorter, alors que dans leur jeunesse, ils condamnaient les femmes parce qu'elles avaient avorté. Variation du droit à 180 degrés en l'espace d'une vie, et l'opinion personnelle du juge n'a rien à y faire. Donc la première attitude du juge doit être justement le respect de la loi, mais dans une totale humilité, dans une sorte de grande anxiété, parce que la loi ne se confond pas forcément avec le juste. C'est quelque chose de très important à bien mesurer. Ce qui frappe le plus, c'est la distorsion entre le désir de justice. La justice est une valeur, comme le bien, le beau, le vrai. Il n'y a pas de ministère du vrai. Au pire moment, un secrétariat d'État à l'information. Il n'y a pas de ministère du beau, affaires culturelles. Pas le ministère du bon, affaires sociales. Mais il y a un ministère de la justice. C'est dire à quel point cette exigence de justice est ardente au cœur des êtres humains. Et, à l'inverse, à quel point l'injustice suscite une souffrance et une révolte extrêmes. Le curé de Torcy, dans le journal du curé de campagne, dit au petit curé d'Ambricourt « Méfie-toi de l'injustice. Ne t'imagine pas que tu la feras reculer en la fixant dans les yeux comme un dompteur. Tu n'échapperas pas à sa fascination et à son vertige. Surtout, ne la regarde que juste ce qu'il faut et ne la regarde jamais sans prier. L'injustice. » Et c'est pourquoi la première réaction d'un juge
qui veut accéder à la fonction de juge serait d'être pétri d'humilité, d'humanité, de modestie. Il n'est qu'une personne humaine qui va en juger une autre. Et dans cette situation particulière qui fait qu'il va détenir un pouvoir, celui de condamner, éventuellement, il devrait le faire, comme disait Montesquieu, que d'une main qui tremble, avec le sentiment qu'il n'est en effet qu'une personne humaine qui en juge une autre. Et il devrait lire également le dictionnaire philosophique de Voltaire, où à l'article d'Îles locaux, Voltaire dit une chose tout à fait juste. On peut être coupable en un ou deux points de l'hémisphère et parfaitement innocent dans tout le reste du monde. Ce qui fait que si le juge doit appliquer la loi, il ne doit pas s'enraciner dans la loi, il ne doit pas non plus être dans l'arbitraire, mais il doit répondre devant ses semblables que lorsqu'il a, au fond de sa conscience, été pénétré de la responsabilité qui est la sienne, et que personne ne lui demande de mettre en cause d'ailleurs. Jean-Marie, je vous sens bouillir d'impatience là et de... Oui, parce qu'il y a quand même une question de dignité. Par exemple, tous ces juges qui ont rendu la justice pendant tout l'Empire, ce sont les mêmes qui vont, à la Restauration, condamner les 4 sergents de La Rochelle à être guillotinés, même pas fusillés, guillotinés. Prenons l'exemple des sections spéciales. On met les pieds dans le plat tout de suite. Les sections spéciales sous Vichy. Regardez tous ces magistrats qui ont condamné tous ces terroristes qui sévissaient en France, c'est-à-dire ces résistants. Et les sections spéciales où ils ont disons, agi pour faire condamner des malheureux dont ils savaient parfaitement qu'ils étaient innocents. Ces mêmes juges, y compris les juges du procès de Riom contre les anciens dignitaires de la Troisième République, ces mêmes juges se sont retrouvés les plus sévères pour condamner Laval, pour condamner Brasillac, pour condamner Pucheux. Disons, c'est quand même quelque chose d'épouvantable de se dire que les mêmes juges, sans aucun cas de conscience... Alors vous allez me dire que ce n'est pas seulement le cas des juges, mais c'est aussi le cas des conseillers d'État, puisque ce sont les conseillers d'État qui ont aggravé les préconisations sur les Juifs pour que le décret soit beaucoup plus sévère. Qu'est-ce qu'ils ont eu à la Libération? Est-ce qu'il y a eu la moindre condamnation d'un conseiller d'État? Est-ce qu'il y a eu un changement de juge? Est-ce qu'un juge a été condamné à la Libération? Alors que Dieu sait que les condamnations à mort, vraiment, elles ont fait florès. Donc vous voyez, je crois que cette idée des juges, vous dire, ils devraient avoir la main qui tremble. Mais ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est que leurs mains ne tremblent pas, parce que ce sont des magistrats de droit divin. C'est ça le fond des choses. C'est qu'au fond, et dès l'origine, ils sont les dépositaires de la main de justice du roi. Et ils le sont restés. Regardez avec quelle satisfaction, au fond, ils rendent la justice. Il n'y a jamais quelqu'un... Et vous avez cité l'exemple des avorteuses, condamnées à mort sous Vichy, mais autrefois, avant Vichy, les femmes qui se faisaient avorter étaient condamnées à 5 ans de prison. Mais il n'y a pas que l'avortement, l'adultère. L'adultère a été très lourdement condamné. Vous savez que la femme avec laquelle Victor Hugo, que vous connaissez si bien, avait eu une liaison, a été surprise par son mari, elle a été condamnée à 5 ans de prison pour adultère. Donc vous voyez que l'adultère également, et l'homosexualité. Vous avez vu à quel point la loi a changé sur l'homosexualité, qui était encore réprimée il y a une quinzaine d'années, et qui en Angleterre, il a fallu attendre 1964
pour éviter la prison pour homosexualité. Alors, et je terminerai là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les mœurs, ce sont les mœurs qui, d'une certaine façon, font les lois. Donc, quelle confiance peut-on donner à ces lois? Quel crédit? C'est pour ça la phrase de Mitterrand, très discutée. C'est vrai que moi, je suis plutôt un homme de gauche et vous un homme de droite. Mais la phrase de Mitterrand, la force injuste de la loi, c'est vrai qu'il y a eu des lois complètement injustes. Alors, moi, j'étais... Une petite rectification. Je n'ai pas vu votre nom dans les 100 premiers membres du comité de soutien à l'élection de Mitterrand en 1980. J'étais parmi eux. Oui, mais il se trouve que j'avais des relations, évidemment. Il me voyait très souvent, mais peut-être qu'il avait un peu honte, étant donné que j'étais à ce moment-là journaliste au quotidien de Paris. Alors, dans le livre de Jean-Marie, il y a une thèse qui est la suivante, c'est que, une thèse assez communément répandue d'ailleurs, que la justice a toujours défendu l'ordre social pour protéger la société. Alors Jean-Marie, et je vous demanderai également votre avis ensuite, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui la justice fait tout pour déconstruire la société. La plupart des décisions de justice ou des arrêts de tribunaux administratifs déconstruisent ce que nous avons connu jusque-là. Alors, vous allez me dire que c'est le rôle de la jurisprudence de faire évoluer le droit. Mais enfin, je suis quand même stupéfait par ce renversement des rôles. Moi, je vais vous dire que je pense que la justice suit la société, mais la société ne sait pas où elle est. Elle est complètement à côté de ses pompes. Vous voyez, nous vivons dans la contradiction permanente dans cette société. Comment voulez-vous alors que les juges soient perdus? Mais nous le sommes tous. C'est vrai, chaque jour, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette société? Quelle est la cohérence de cette... Nous sommes dans une société finissante qui est entrée dans l'incohérence. Donc je crois que cette idée que vous avez, c'est plutôt l'incohérence de la société, parce que ces lois se contredisent. Mais la vérité, c'est que la société, depuis toujours, forcément, sera porteuse d'injustices qui seront véhiculées par les juges. Je crois que c'est ça. Parce que le fond des choses, c'est cette opposition que j'ai essayé de montrer dans mon livre entre la loi naturelle et la loi sociale. Mais la loi sociale, elle varie sans cesse, puisque la torture était appliquée régulièrement, sans aucune protestation. Eh bien, personne n'a protesté. Et la société l'acceptait. Donc je crois que cette idée que, au fond, les seules personnes qui ont pu porter, disons, la justice, c'était bizarrement moins les magistrats que les écrivains qui, eux, ont toujours défendu la loi naturelle. Et c'est cette loi naturelle à laquelle nous aspirons, qu'on rende justice à nos véritables aspirations. Et c'est ce qu'on trouve dans Montaigne, dans Montesquieu, c'est ce qu'on trouve dans Proust, dans Mauriac, et vous verrez dans Zola, et tous ces écrivains qui ont pris position contre l'injustice, à commencer par un des plus extraordinaires écrivains qui a consacré sa vie avec courage à la défense de la justice, c'est Voltaire. On peut dire que Voltaire, c'est vraiment extraordinaire de se dire que c'est Voltaire qui a rendu la justice dans l'affaire Calas, dans l'affaire Sirven, dans l'affaire du Chevalier de la Barre, face à des juges qui ne rendaient aucune justice. Et particulièrement à Toulouse. On a pu voir qu'à Toulouse, il y a eu des crimes épouvantables qui étaient en fait des affaires de justice. Je crois que vous connaissez particulièrement bien ces décisions de justice qui ont été monstrueuses à Toulouse. À Toulouse en 1615, en effet, donc avant Voltaire, mais 1615, c'est tout de même une date importante, puisque Corneille a 9 ans, Molière va naître 7 ans plus tard, et Cesare Vanini a publié Les Arcanes de la nature, un livre où il fait l'éloge de la nature et où il conteste l'existence de Dieu. On lui demande de s'excuser auprès de Dieu pour ce qu'il vient d'écrire. Il répond « Si j'avais offensé le roi, je m'excuserais auprès du roi.
mais je vais m'excuser auprès de Dieu qui n'existe pas. Il est donc brûlé vif en place publique à Toulouse après qu'on lui a arraché la langue avec des tenailles. C'est-à-dire qu'on a là la conjonction entre l'orgueil de celui qui juge et qui condamne et le totalitarisme dogmatique d'un sentiment religieux totalement dénaturé, puisqu'au lieu que ce religieux incite à la fraternité et à l'humilité, il devient l'instrument d'un pouvoir. Et ce que vous disiez, cher maître, est effectivement essentiel, c'est que nous sommes en face de juges qui, au nom de leur fonction, de l'autorité que leur donne le passage par une école nationale de la magistrature, leur position géographique en surélévation au-dessus du commun des mortels dans les tribunaux, y compris le procureur, à qui Moreau Jafferi avait reproché le ton qu'il avait employé en lui disant qu'il ne devait sa place qu'à l'erreur du menuisier. Tout ça fait en fait une autorité artificielle de la part de juges qui souvent se prennent pour des juges objectifs, neutres, sages. Et c'est effrayant parce qu'on se bat aujourd'hui, vous avez cité les écrivains comme défenseurs des libertés, vous avez oublié les avocats au passage, donc je suis là pour le rappeler. Nous sommes en train de nous battre tous contre des juges d'instruction et des juges de la cour d'appel à la chambre de l'instruction qui trouvent normal que la détention provisoire dure des mois et des mois alors que la présomption d'innocence interdit de faire subir une peine à quelqu'un qui n'est pas jugé. Et que pendant ces mois et ces mois où la détention provisoire dure, à cause de le surencombrement des cabinets, il ne se passe aucun acte d'instruction. Et vous avez beau citer les textes fondateurs des droits de l'homme auprès des juges de la cour d'appel, rien ne change. La détention provisoire dure dans des conditions extraordinairement épouvantables. Notre ami Dominique Simoneau, qui a été au Canard enchaîné naguère et qui maintenant est la contrôleuse des lieux de privation de liberté, en parle mieux que personne. Ce qu'est la détention provisoire en France est une chose abominable, et je pense qu'un jour ou l'autre, dans l'avenir, on jettera le même regard sur les prisons françaises que le regard qu'on jette aujourd'hui sur le supplice de la roue de l'Ancien Régime. C'est une abomination. Mais les juges ne sont pas pour autant troublés. Et l'intuition qu'ils ont que cette personne-là est probablement coupable domine le principe même selon lequel on ne peut pas être puni si on n'a pas été condamné. Et c'est une chose très grave qui me ramène à une expérience que j'avais vécue à Montréal, où je circulais dans la ville avec Claudette Picard, une femme admirable, bâtonnière du Québec. Elle est ancienne bâtonnière maintenant, mais j'avais vu un hôtel magnifique, tout neuf, et je lui avais dit, bien, on vient de construire un palace. Elle me dit, point du tout. C'est le nouveau bâtiment pour les détenus provisoires. Je dis, comment ça? Et oui, la détention provisoire est une telle atteinte à la présomption d'innocence qu'on a eu à cœur de faire un édifice où les détenus provisoires sont aussi confortablement installés que possible, avec tous les avantages possibles de la vie, puisqu'ils n'ont plus leur liberté. Ils peuvent recevoir leur famille, leurs intimes. Et si à la fin du procès, ils sont condamnés à une peine ferme, le temps de la détention provisoire compte double dans le calcul de la peine. Voilà comment des Français qui ont émigré de cet État totalitaire qui était le nôtre de la monarchie ont pu créer quelque chose qui ressemble en fait à une patrie des droits de l'homme. Et lorsqu'à un congrès d'avocats, j'avais dit à tous les avocats rassemblés, la France qui se dit la patrie des droits de l'homme a l'air d'être écrasée par son héritage, d'avoir du mal à le porter et encore plus à le lancer loin devant elle. Et Balater, qui était à ce congrès où je l'avais invité, avait pris la parole après en disant « Mon cher Charrière-Bonazel, la France n'est pas la patrie des droits de l'homme, c'est la patrie des déclarations des droits de l'homme. »
et c'est une phrase qu'on peut méditer. Et quant aux juges, je vous les prête à nouveau pour en dire tout ce que vous avez envie d'en dire et à quoi je souscris. Mais, monsieur le bâtonnier, vous permettez de répondre, monsieur le bâtonnier, cher Christian, il y a un vrai problème qui est, en effet, l'école de la magistrature. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème puisque c'est une sorte de campus qui entretient les gens dans l'idée de leur supériorité et qu'ils n'ont qu'un ennemi, ce sont les avocats. Alors, pourquoi est-ce que les avocats n'ont pas plus manifesté? On n'a pas vu beaucoup contre cette école de la magistrature, puisque, au fond, avocats, juges, ce sont les deux versants qui devraient aboutir à la justice. Et autrefois, il y avait en effet, beaucoup de magistrats étaient issus de la fonction publique, d'avocats, et ne croyez-vous pas qu'il serait temps qu'on supprime cette école, en tout cas qu'on la supprime dans son fonctionnement, et qu'on mêle dans un tronc commun au départ les gens qui veulent être avocats et les gens qui veulent être juges? Alors je vous réponds, mon cher maître, parce que vous êtes exactement, vous touchez du doigt un des vices de notre système qui est dramatique. J'arrive à temps. Pour moi, oui, toujours à temps. Mais pour la société, je pense que vous avez encore du chemin à faire. Parce que ça fait un moment qu'on proteste contre l'école de la magistrature. Et moi, j'ai cité à de multiples reprises, à l'occasion des fonctions que j'occupais, le modèle canadien. On ne peut être juge au Canada et au Québec que si l'on a d'abord été pendant 10 ans au moins, autrefois c'était 15, maintenant c'est 10 ans, un avocat parmi les meilleurs. Il n'y a donc pas de guerre civile entre les magistrats et les avocats au Canada, puisqu'on ne peut être juge que si on a d'abord été avocat. Et lorsque j'avais assisté à une rentrée solennelle à Montréal, on célébrait Maître Daveluy, un homme qui était à sa 60e année d'exercice professionnel. Il avait fait un discours étonnant, la tête de Woody Allen, le pince sans rire de Woody Allen et l'humour de Woody Allen. Et les juges étaient sur des rangs en fonction de leur grade surélevé. Et à la fin de son discours, il a été applaudi. Sont descendus des rangs supérieurs les juges de la Cour supérieure qui sont venus l'embrasser parce qu'ils avaient été autrefois ses collaborateurs. Et ça change tout. Quant au procureur de la Couronne, il est un avocat parmi les autres. Il ne siège pas sur l'estrade avec l'erreur du menuisier. Il est sur le même plan que l'avocat. Et sur le plan déontologique, il répond de l'institution disciplinaire de l'ordre, s'il commet des fautes, et non pas d'une sorte de fantaisie institutionnelle où les juges se jugent entre eux. Voilà. Et, pardon, je sens que cet exemple canadien se retrouvera bientôt dans des pages du Figaro Magazine, parce que je pense que Jean-René a pris bonne note de cela. Mais je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous êtes également d'accord pour les cours d'assises, pour la fin de cette innovation de Vichy, qui est l'échevinage? Pourquoi, pouvez-vous me dire pourquoi on a introduit dans les cours d'assises des magistrats, la présence de magistrats, alors que ça avait fonctionné pendant 200 ans, et on voit l'exemple du film américain 12 hommes en colère, ça avait parfaitement fonctionné, et on a considéré dans les attendus du décret-loi de Vichy que sinon il risquait, dans les jurés populaires, d'introduire l'idiot du village. Enfin bon. Et le décret de Vichy avait pris la précaution aussi de dire que le recrutement des jurés, ceux qui restaient, parce que c'était, eh bien, devaient être ni francs-maçons ni juifs. Donc, vous voyez, c'est quand même. Comment se fait-il qu'on ait pu. Ni militaire. Ni militaire. Alors, je vous réponds d'un mot. C'est une réforme lamentable. Ah, bon. Lamentable. On n'aurait jamais dû exclure les jurés des chambres criminelles et des cours d'assises. D'autant que, si vous aviez le temps de jeter un œil sur Perpétuité, mon petit ouvrage, le condamné dont j'ai imaginé le journal quotidien remarque que les juges, les 3 juges qui siègent, et puis les 9 jurés, c'était 12 à l'époque,
les juges sont prétentieux, alors que les jurés ont tous, au début de l'audience, prêté serment. Le magistrat, lui, n'a prêté serment qu'une fois quand il est devenu magistrat et ne renouvelle jamais ce serment. L'a-t-il seulement en mémoire? Tandis que les jurés, eux, qui sont juges pour une fois, ont le sentiment, il suffit de parler avec eux ensuite, d'avoir une tâche écrasante à remplir. Et ils sont extrêmement soucieux d'être justes, quand les magistrats, eux, sont assurés d'être compétents. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense que ce que vous dites illustre la raison pour laquelle la plupart des Français, les sondages et les enquêtes d'opinion se suivent, n'ont plus confiance dans leur justice. Dans leur institution judiciaire. Dans les institutions judiciaires, voilà, nous sommes d'accord. Continuer à croire dans la vertu juste. Oui, tout à fait. Alors pourquoi? Est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que parce que la justice est politique? Est-ce que c'est parce qu'elle ne tient pas en compte, prend pas en compte la nature humaine, la faiblesse humaine? Voilà. En tout cas, il est certain que il y a la justice, et particulièrement les magistrats du siège, jouissent d'un très grand discrédit. Mais c'est très grave. Ce discrédit, il faut bien dire que si on n'en juge pas un certain nombre d'affaires, ce discrédit est complètement mérité. Quand vous voyez l'affaire, pardon de toujours mettre les pieds dans le plat, mais quand vous voyez l'affaire des disparus de Lyon, par exemple, qui est une affaire monstrueuse, il a fallu attendre 20 ans dans l'indifférence générale. Au moins 20 jeunes filles handicapées ont disparu. Et à chaque fois qu'on a tenté de déposer plainte, ces plaintes étaient classées. Il a fallu un gendarme, le gendarme Jambert, pour se battre contre sa hiérarchie, contre les juges, pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, il est arrivé à un procès. Et la veille de ce procès, qu'il avait tant attendu, qui enfin allait lui rendre justice à lui, pour montrer toutes les horreurs qui se passaient, eh bien, il s'est suicidé de 2 balles dans la tête. 2 balles, évidemment, c'est comme dans l'affaire Stavisky. Ça fait sourire. Mais comment voulez-vous que les gens prennent la justice au sérieux quand ils voient des magouilles évidentes pour préserver, disons, un certain nombre de personnalités qui auraient pu être mises en cause? Et c'est la même chose dans l'affaire Doucet. L'affaire Doucet, on sait très bien, cette affaire Doucet, cet homme qui a dirigé un grand réseau pédophile qu'on a retrouvé de 2 balles dans la tête alors qu'il était suivi par les renseignements généraux en permanence. Quand on a vu que Figon, dans l'affaire Ben Barka, s'était aussi suicidé. Une balle dans le dos à bout portant. Oui. Mais ça vous fait sourire. Mais comment voulez-vous comment voulez-vous que les gens prennent la justice au sérieux? Parce qu'il y a tellement d'affaires dans lesquelles on voit que finalement, on a essayé, on a tout fait, non pas pour voir la vérité, pour faire apparaître la vérité, mais pour la dissimuler. Je n'ai rien à objecter à ce que vous dites, mon cher maître, non pas par obséquiosité, mais parce que vous dites vrai. Et ce qui est probablement le plus pénible aujourd'hui, parce qu'il y a les affaires pénales que nous évoquons en ce moment depuis le début de notre propos, mais il y a toutes les autres affaires que les justiciables ont engagées parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, ne pouvaient pas s'entendre avec leurs opposants, leurs contradicteurs, et donc tout ce qui est de l'ordre du droit civil, du droit commercial, et sans coloration pénale, aujourd'hui c'est devenu dramatique. Les délais pour avoir une décision de justice sont exponentiels. Je prends l'exemple, par exemple, d'une matière que je pratique un peu, qui est le droit de la presse, la liberté d'expression. La loi du 29 juillet 1881 a toujours le même article que celui qui a été inscrit
en 81, l'affaire doit être jugée dans le mois de la première audience. La première audience, c'est celle où on fixe le montant de la conciliation pour la partie civile, et dans le mois qui suit, l'affaire doit être jugée. Aujourd'hui, la Chambre de la presse fixe, nous sommes en mars 25, les audiences à décembre 26, quelquefois 27. Et bien sûr, les juges sont exténués. Ils travaillent plus que 45 heures par trimestre. Mais ils sont exténués, naturellement. Ils sont surencombrés. Et comment voulez-vous que les gens fassent confiance à une justice qui n'est pas capable de trancher le litige important pour elle en moins d'1 an, 2 ans, 3 ans, sans même parler du recours ensuite à la Cour d'appel. Et donc nous sommes en face d'un déni de justice qui est systématique et contre lequel on ne fait rien. Merci, oui, je suis tout à fait... Enfin, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense qu'autre chose s'ajoute à ça. Vous avez évoqué tout à l'heure l'école de la magistrature, Jean-Marie aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un syndicat de la magistrature qui joue un rôle néfaste pour la justice? Vous parlez du mur des cons? Parce que ce syndicat permet aux Français de penser que la justice est aujourd'hui politisée. Voilà. Qu'en pensez-vous tous les deux? Ouais, écoutez, il faut voir comment est né ce syndicat de la magistrature. Moi, j'ai assisté, j'ai été même l'ami d'un certain nombre de magistrats. De Joannet et de Colcombet, dites-vous. Joannet, Colcombet. Et j'étais très l'ami d'un avocat qui était aussi de leur ami, qui était Thierry Lévy. Oui. Bon. Et ça me fait penser à la phrase de Péguy: tout commence en mystique, tout finit en politique. Et au début, il y avait le désir que les juges ne soient pas, disons, trop soumis au pouvoir politique. Et d'ailleurs, ils en ont pâti. Un juge que j'ai très bien connu, admiré, qui était Étienne Secaldi, a été asbrouqué. C'est-à-dire, on l'a déplacé, il était à Nice, on l'a envoyé dans le Nord pour le punir d'avoir attaqué les compagnies pétrolières. J'ai bien suivi cette affaire. Mais, donc, c'était, au départ, il y avait un idéal. Il y avait un idéal pour préserver les juges des pressions qui étaient très grandes. Mais après, il y a eu une dérive, mais abominable. Mais est-ce qu'on a vraiment sanctionné le mur des cons? Personne ne l'a sanctionné. Évidemment non. Ben oui. Mais donc, si vous voulez, le pouvoir politique est coupable. Le pouvoir politique, en ne remplissant pas son rôle, en ayant peur en permanence des juges, parce que s'il y a une république des juges, c'est parce qu'il n'y a aucune intervention du pouvoir politique. Regardez la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. Franchement, est-ce que ça méritait une commission d'enquête parlementaire? De savoir quelle était la vie privée de M. Benalla, de savoir s'il avait tabassé un manifestant. J'aurais préféré que les sénateurs s'intéressent à l'affaire des disparus de Lyon. Ça aurait pu être utile. Enfin, il y a tellement d'affaires, ou de l'affaire Doucet, ça aurait pu être utile parce qu'il y avait des imbrications au plus haut niveau. Donc, vous voyez, c'est la lâcheté, au fond, du pouvoir politique qui vit dans la terreur des juges et qui n'ose pas les attaquer là où ça fait mal. Il n'attaque que sur des questions comme l'affaire Benalla, qui est vraiment grotesque. Qu'est-ce que ça a pu apporter, pouvez-vous me dire, ce déballage autour de l'affaire Benalla? Rien, strictement rien. À cela s'ajoute la dérive d'aujourd'hui qui consiste à recourir non pas aux juridictions pour attendre un jugement ou un arrêt, mais à l'opinion publique à travers les médias. Il y avait déjà des dérives de la part des avocats qui parlaient à tout vent devant les caméras de télévision, à la radio, ce qui veut dire à Stéphane Eke, un confrère mort depuis bien longtemps, qu'il y avait 3 sortes d'avocats. Les avocats à la cour, les avocats de cour, les avocats sur cour. Et à cela s'ajoutent aujourd'hui les procureurs sur cour. L'article 11 du Code de procédure pénale s'est vu ajouter un 3e alinéa qui dispose que le procureur de la République peut prendre publiquement la parole, mais en 2 circonstances, pour rétablir une vérité
ou faire cesser un trouble à l'ordre public. Et il doit le faire de manière très objective. Or, il n'y a pas un dossier aujourd'hui où vous ne voyez pas le procureur s'exprimer à la télévision et dire ce qu'il pense de la culpabilité éventuelle de l'un ou de l'autre. Nous sommes en fait également rongés par cette espèce de vice inhérent au narcissisme qui fait que chacun veut parler à la télévision, à la radio. Et je pense à notre cher Paul Valéry qui disait « Le plus beau des mortels ne peut chérir que soi ». Et c'est un peu la position de tous ces hommes magistrats ou avocats médiatiques qui sont ravis d'être vus et soi-même de s'entendre. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais poser 2 rapides questions pour qu'on ait fait un petit peu le tour. L'une d'entre elles, à propos d'un exemple récent, vous avez tous suivi l'affaire de l'autoroute A69 qui a été interrompue alors qu'elle était construite aux 2/3. Quelque chose comme 350 millions d'euros avaient déjà été dépensés. Il en restait 150 à dépenser, qui étaient budgétés. Il restait une vingtaine de kilomètres à faire. Et une petite juge, sortie de nulle part, sans doute syndiquée au syndicat de la magistrature. De nulle part, vous voulez dire de l'ENM. Voilà. Interrompt ces travaux en faisant passer le souci de l'environnement. Il s'agissait de protéger 3 libellules, je crois, et quelques papillons, avant l'intérêt général. Voilà, là j'ai une vraie question. Oui. Alors là, je sens que Jean-Marie... Parce que moi, je suis du côté de la petite juge. Ah oui, ben voilà. Je suis du côté... Parce qu'on nous bassine avec l'écologie. On passe son temps à nous dire que c'est les questions d'écologie menacent la planète. Il y a vraiment, on peut dire, une surexposition des questions d'écologie. Quand, pour des raisons, des intérêts des compagnies autoroutières, on veut créer une autoroute dont la nécessité n'était pas évidente, on va couper des arbres merveilleux, on va complètement entraîner cette région dans des travaux pharaoniques. Est-ce qu'ils étaient nécessaires? Est-ce qu'il y a eu une consultation? Tous les élus locaux vous disent qu'il fallait désenclaver. Mais les élus locaux... Moi, je veux bien vous donner des exemples d'élus locaux il y a une enquête d'utilité qui ont publique. des intérêts qui ne sont pas seulement écologiques. Une enquête d'utilité publique, tout était validé au Conseil d'État. Oui, mais seulement, je pense que... On ne va pas s'écharper sur cette affaire, mais je pense qu'il aurait fallu quand même, comme ça a été le cas de l'aéroport de Nantes, il aurait fallu qu'il y ait une consultation beaucoup plus vaste et un accord avant de commencer les travaux. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé les travaux et alors qu'il y avait, et je suis désolé, mais c'était en appel. C'était pas donc définitif. Et les pouvoirs publics, enfin, le préfet a préféré construire d'abord en disant on ne reviendra pas en arrière. Mais ça, c'est se moquer de la justice aussi. Je sens que vous n'êtes pas d'accord, mais je reste écologique jusqu'au bout. Et en fait, monsieur le bâtonnier a raison, vous êtes resté de gauche, en fait, Jean-Marie. Mais ça, vous devriez le dire à Libération. Peut-être une dernière question avant de... Je voudrais simplement corriger, je ne crois pas que ce soit moi qui ai qualifié de cette manière maître Jean-Marie Roy, mais c'est lui-même qui s'appelle anarchiste de droite, tout en tenant des propos de gauche. Il y a une sorte de synthèse à faire de cette âme très riche et de ce cerveau très créateur. Mais vous savez, cher monsieur le bâtonnier, qu'au fond, qu'est-ce qui fait un écrivain? Ce sont ses contradictions. Ah oui. Et vous connaissez bien l'histoire de Romain Gary, qui disait « Mettez un caméléon devant une plante verte, il devient vert. Mettez-le devant le feu, il devient rouge. Mettez-le devant une couverture écossaise, il devient écrivain. » Magnifique. Et ce qui est formidable, c'est qu'il reste au moins après le marbre de l'écrit, tandis que l'avocat ne fait que sculpter dans le vent, écrire sur le sable à marée basse,
et le premier coup de vent, la première marée qui monte, efface tout ce qu'il a pu dire. Non, vous savez bien que vous êtes immortel. Un double titre. Pas encore. Un double titre. Mais ça va venir. Une dernière question un peu urticante. François Fillon a été interdit de se présenter à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy vient de subir Un réquisitoire. un réquisitoire très 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 sévère. Et peut-être que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter non plus à l'élection présidentielle. Comment est-ce qu'on limite le pouvoir des juges? Est-ce qu'il faut le limiter ou est-ce qu'ils sont tout puissants? Moi, je crois que j'ai répondu un peu à la question tout à l'heure. Je pense que les politiques sont responsables. Ils n'ont rien fait pour imposer aux juges un certain nombre. C'est eux qui font les lois et ils se laissent complètement manipuler par les juges et qui interviennent dans le cours des élections présidentielles. C'est parfaitement scandaleux. Mais remarquez, comme ils se laissent, ils vont à l'abattoir sans rien dire. Vous ne souhaitez pas répondre? Non, c'est bon, je suis prêt à répondre. La question est en effet très, très compliquée, puisque si rien ne s'était passé, ni contre Madame Le Pen, ni contre le président Sarkozy, en justice, on dirait ils ont des privilèges qui les mettent au-dessus de la loi. Et si, effectivement, ils sont condamnés, je ne connais pas leur dossier, mais pour des faits que les juges estiment réels et qui auraient été commis, à ce moment-là, doit-on considérer que c'est une revanche du judiciaire sur le politique? C'est un peu compliqué. Le drame, c'est qu'ils n'ont pas accès au dossier. Et donc, ce qui devrait être public, c'est le contenu des dossiers. Oui, mais pour Fillon, la rapidité avec laquelle les juges se sont emparés à la veille de l'élection présidentielle, là, c'est patent. On voit bien qu'ils se sont pressés. Ils auraient été beaucoup moins... Ils travaillaient plus que 45 heures par... Oui, là, ils se sont dépêchés, ils ont fait des heures supplémentaires. Bon, on va demander à la salle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai une question, est-ce que ma voix porte assez pour comprendre? Oui, très bien. Mon nom est Jean Daucloc, je suis avocat à Paris. Et j'ai une question qui me taraude depuis presque 35 ans maintenant, ça concerne l'affaire Omar Haddad. J'ai lu en son temps, cher maître, votre livre Constitution incoupable, qui m'avait effectivement perturbé, sur la culpabilité annoncée d'Omar Haddad. Mais ce qui me taraude depuis 35 ans, c'est que la famille Marshall, bâtonnée du Grand-Rue, avait pris comme avocat pour partie civile Henri Leclerc. Et Henri Leclerc, qui était à l'époque vice-président au président de la Ligue des droits de l'homme, a pris fait et cause, même si ce n'est pas évidemment la partie civile qui condamne, mais il a pris fait et cause pour la culpabilité de Omar Haddad. Comment peut-on imaginer, c'est une question qui me taraude depuis trop longtemps déjà, comment peut-on imaginer qu'Henri Leclerc ait participé à la construction d'un coupable ou à la condamnation d'un innocent, alors qu'il était, ce que chacun ici connaît, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait jamais supporté de voir condamner un innocent? Eh bien, à mon tour, je vais vous poser une question. Pourquoi Maître Henri Leclerc a-t-il accepté d'être, étant donné, comme président de la Ligue des droits de l'homme, avec sa notoriété, comment a-t-il pu accepter de se porter partie civile contre un jardinier marocain? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui vous met la puce à l'oreille? C'est vraiment utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche. Franchement, est-ce que n'importe quel avocat n'était pas suffisant comme partie civile de la part de la famille Marshall? C'est évident, c'est ce qui m'a scandalisé. Je dois dire, si je me suis engagé dans cette histoire, c'est que je me dis, la ficelle est trop grosse. Pourquoi cette famille met-elle le paquet, engage-t-elle un avocat aussi important contre qui? Contre un jardinier marocain. Et je vous signale que chacun peut se mettre dans la même position. Si on avait quelqu'un de notre famille qui est assassiné, pourquoi aller chercher alors que, en principe,
puisqu'on n'a pas voulu voir les résultats de l'autopsie, puisque la famille s'est empressée d'incinérer le cadavre de Mme Marchal, puisqu'on a fait disparaître un certain nombre de choses. Est-ce que Maître Leclerc s'est insurgé quand on a détruit les pellicules de photos qui avaient été prises par Mme Marchal aux derniers instants avant sa mort? Non, il y a eu tellement de choses bizarres, parce que la partie civile n'est pas faite pour avaliser, surtout quand on est d'une grande conscience de gauche. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protesté? Et on a bien vu. Vous me disiez que vous avez posé une question à votre tour. Alors, la raison pour laquelle il avait été choisi, c'est probablement parce que Bernard de Grandrue s'est dit, moi qui suis plutôt taxé de conservateur, je vais prendre un avocat de grande notoriété de gauche et avec talent. C'est pour ça que je pense qu'il a choisi Henri Leclerc. Mais ma question, parce que moi j'ai eu la chance de dîner plusieurs fois avec Henri Leclerc, depuis 1991, et je vais poser des questions. Est-ce que vous pensez que Omar Haddad est coupable? Lui, il était convaincu de sa culpabilité. C'est ça qui est le tarot. Et j'ai lu La construction d'un coupable, j'étais convaincu qu'il était innocent. Donc, après avoir lu votre livre à l'époque. Pourtant, moi, j'ai raté ma première année de droit. Hein. Et donc, je reviens à ma question. Je n'arrive pas à comprendre comment un homme, alors je ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu, Alors, il a laissé passer toutes ces erreurs, j'en sais rien. Je vais vous donner un conseil. En toutes circonstances, il faut faire confiance à personne. Vous savez, moi, avant de rentrer à l'académie, je faisais confiance aux gens très importants, aux ministres, aux gens. Et je me suis rendu compte qu'au fond, le seul juge impartial et intelligent, c'est soi-même. Et si vous avez été convaincu par mon livre, et si vous avez vu à quel point cette affaire est absurde depuis le départ, qu'elle est une manipulation de l'opinion, quand vous voyez le travail qu'ont fait les gendarmes pour salir Omar Haddad en disant qu'il allait voir une prostituée, aucune prostituée n'a témoigné. Elles ont toutes dit qu'elles ne le connaissaient pas. Donc il y a eu une tentative pour salir le malheureux Omar Haddad. C'est une manipulation de A à Z, puisque je vous dis, et maintenant on le sait, qu'il y a un ADN, il n'y a pas l'ADN d'Omar Haddad, mais qu'il y a l'ADN, en revanche, de quelqu'un qui est fiché au grand banditisme. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle n'était pas dans l'état de consulter n'importe quel médecin et montrer-lui les résultats de l'autopsie. Elle était dans l'incapacité d'écrire faire les deux inscriptions avec l'apostrophe. Est-ce que vous imaginez, à l'heure de mourir, vous allez faire des apostrophes? Parce que ce n'est pas la faute d'orthographe qui est intéressante, c'est l'apostrophe. On se dit, mais vraiment, on a le temps de s'occuper de ça? Donc, et je vous donne l'exemple aussi des circonstances atténuantes. Est-ce que c'est plausible? Vraiment, est-ce qu'il n'y a pas manipulation? Non, mais vous m'avez convaincu, il n'y a pas de doute. Ah bon, ben, ça va. Alors, c'est le principal, alors. Est-ce que vous avez acheté mon livre? Oui. Bon, très bien. Comment Henri Leclerc, Alors, tout va bien, alors. comment Henri Leclerc a-t-il pu vivre avec ce poids sur la conscience? Je vais vous dire, parce que, à mon avis, parce que moi, j'ai rien contre Henri Leclerc, et contre Maître Kiechman, paix à son âme, il m'a traîné dans la boue à tel point, mais je ne lui en veux pas non plus. C'est une expérience passionnante, parce que je n'étais jamais passé devant un tribunal, et je dois dire, je ne le regrette pas, de ce point de vue-là. Non pas que j'ai envie de revenir, mais enfin, ça... Non, je pense que c'est par amitié. Il y avait une amitié entre eux, peut-être d'autres formes d'amitié et de liens entre eux. Mais et dès qu'il a commencé à accepter, il a été prisonnier. Et je pense que vraiment, il ne pouvait pas, étant donné son intelligence, étant donné les combats précédents, rappelez-vous comme il avait mené des combats pour innocenter quelqu'un qui était soupçonné bien plus comme un Haddad. Et il me semble que c'est la clé de sa personnalité. Ça a été, une fois qu'il avait commencé, il ne pouvait pas se dédire. Il a fait un arrangement avec sa conscience. Une autre question? Oui, je voudrais me faire l'avocat de la défense. Parce que je trouve que vous avez quand même été assez sévère avec la magistrature, l'un et l'autre. Après avoir dit à juste titre que la justice manque de moyens, les juges sont paresseux, mais enfin, globalement, on pense tous ici d'accord que la justice manque de moyens, les prisons sont infâmes, tout ça,
On ne peut que souscrire à tout cela. Les hommes sont influençables et corruptibles, tout ça, on le sait aussi. Et ça débouche sur le tableau assez sinistre que vous avez dressé de cette justice qui est pourtant la nôtre et auquel nous sommes si attachés, comme M. le bâtonnier l'a dit. Plus encore, je dirais presque liberté, fraternité, égalité. Je pense que justice, c'est encore mieux que ça. Alors, en tant que, je ne sais pas quoi, je voudrais vous demander maintenant de prendre la parole, monsieur le bâtonnier, en changeant votre position et de prendre maintenant la défense de la magistrature et de montrer comment la justice française, malgré la corruption propre à l'être humain et le manque de moyens conjoncturels, est quand même une belle magistrature. Je réponds, je suis interpellé, je vais bien sûr ne pas me dérober, mais ce n'est pas la magistrature que je veux défendre, c'est une abstraction. Je suis prêt à défendre, en revanche, ceux des juges que je connais, j'en connais plusieurs, qui sont des gens extrêmement convenables, modestes, soucieux de faire bien. Et ça n'est pas donc une collectivité dont je vais me faire l'avocat, c'est de tel ou tel de ceux qu'on critiquerait à tort ou que justement on ne critiquera pas parce qu'on ne les connaît pas, comme souvent les meilleurs se font discrets. Oui, moi j'ai défendu cette dame juge qui a empêché la construction de l'autoroute. Je trouve que c'est une femme formidable, j'aimerais bien la rencontrer. On assiste aux États-Unis avec Trump à un renversement de ce paradigme, avec le politique Trump élu président qui aujourd'hui se venge des magistrats. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, l'un et l'autre. Je laisse le bâtonnier. J'ai une grande expérience américaine. Malheureusement, je ne pourrais répondre qu'en français, parlant très très mal l'américain. Mais je peux dire que ce que vous savez tous, nous sommes en face d'un système très particulier qui fait que pour une fois, de temps en temps, le pouvoir se rassemble dans les mains d'un président, de son équipe et du Congrès qui a la même majorité que celle d'où est issu le président. Et donc, c'est plutôt inquiétant pour la démocratie, mais on n'en est pas encore là, puisque nous allons, plutôt nous acheminer de dissolution en dissolution vers une sorte d'absence de gouvernement et de totale incurie dans les réformes. Finalement, le désordre républicain à la française vaut mieux que la fausse démocratie américaine virant à la tyrannie. Je souscris tout à fait. Je suis très ému. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je voudrais dire quelque chose. On a attaqué les hommes politiques, on a attaqué la magistrature, on a attaqué les prisons, on a attaqué l'absence de financement de la justice. Moi, je voudrais dire un mot en défense de la règle de droit. Parce que ce qui nous unit ici fondamentalement, je pense, c'est la règle de droit. On peut en avoir une vision d'un côté ou de l'autre, et c'est notre métier que d'apporter notre contribution au débat, mais ce qu'on attend du juge, c'est qu'il applique la règle de droit. Elle va pouvoir changer au fil du temps, et c'est ça la base. Et quand on nous dit, quand on a des ministres qui nous disent que la règle de droit n'a aucune importance, quand on a le président Trump qui fait n'importe quoi en disant c'est moi qui commande, non, nous sommes choqués, nous, en tout cas moi personnellement, nous sommes choqués de ce genre de choses, et c'est pas l'erreur judiciaire, il y a des erreurs judiciaires, il y a des magistrats corrompus, il y a pu y en avoir, il y a des magistrats idiots, il y a des avocats idiots, il y a tout ce qu'on veut, il y a des conditions de détention terribles, mais la seule chose qui peut nous sauver, c'est que la règle de droit soit connue, respectée et appliquée comme telle. C'est en tout cas ce que je tenais à dire. Vous me permettez de dire un mot. Il y a un grand maître du droit qui était le chancelier d'Aguesseau.
Et le chancelier d'Aguesseau disait « Si on m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, je commencerais par prendre la poudre d'escampette. » Eh bien, c'est un peu ce que je pense en tant qu'anarchiste de droite. Eh bien, c'est un peu ce que je pense de la justice. Je pense que, franchement, personne, c'est très très rare de voir des gens satisfaits par les décisions de justice. C'est pourquoi je crois que le véritable remède, le véritable antidote à ce sentiment d'injustice que nous éprouvons, pas seulement de la part des tribunaux, mais dans notre vie, de voir tellement de choses sont injustes, c'est la littérature. Et c'est grâce à la littérature, cet antidote, que nous pouvons supporter l'injustice qui est partout. Et je crains que, même en améliorant les choses et en modifiant l'école de la magistrature, eh bien, ces injustices subsisteront. Monsieur Roy, je voudrais vous répliquer, si vous me permettez, une seconde. Votre juge du tribunal administratif de Toulouse, ou bien il y a deux possibilités. Ou bien elle a appliqué la règle de droit et elle n'a fait que son travail. Ou bien elle a cédé à des pressions politiques et autres, et c'est dégueulasse. Voilà quel est le dilemme, la question qui se pose. Et je voudrais que mon bâtonnier préféré, M. Charia-Bournazel, dise ici que l'opinion publique n'a pas sa place en nous rappelant ce que Mauro Giaferi en disait. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, en parlant de cette sorte de perversion qui veut qu'on s'affiche avocat et juge devant les caméras de télévision au lieu de laisser les débats judiciaires se poursuivre dans le calme et la sérénité. Mais la question que, cher Alain, tu as évoquée, où la juge applique le droit et on se tait, où elle subit des pressions et on proteste. Mais quelle est la règle de droit exacte dans la matière pour faire arrêter un chantier d'autoroute qui a commencé, qui a été approuvé par le Conseil d'État, par des hommes politiques? Elle a peut-être une règle de droit que je ne connais pas, mais quelle est-elle? Est-ce que nous ne sommes pas ici en face de quelque chose qui paraît très subjectif ou dicté par une opinion dogmatique écologiste qui l'emporte sur le reste? Et ça, c'est le trouble dans lequel nous sommes tous. Je ne la condamne pas, je ne connais pas le fond du dossier, je sais simplement que je ne vois pas quelle est la règle exacte sur laquelle elle a pu s'appuyer, quelle est la loi qu'elle a pu mettre en avant. Elle s'est appuyée sur le droit à l'environnement inscrit dans la Constitution. Non, mais le droit à l'environnement, c'est une pétition de principe. Il n'est pas écrit quelque part qu'une autoroute ne peut pas faire plus de tant de kilomètres ou abattre tant d'arbres, etc. C'est donc subjectif. Et par conséquent, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'on ait le sentiment qu'une décision de cette nature a été rendue par un juge en fonction de sa propre subjectivité. Mais, monsieur le bâtonnier, il y a quand même une contradiction interne, puisque, en principe, on rend la justice au nom du peuple français. Et vous condamnez l'opinion. Il y a quand même un lien entre l'opinion et le peuple français. Rappelons-nous Victor Hugo. Souvent, la foule trahit le peuple. Non, je crois qu'on ne peut pas nier l'importance de l'opinion. Ça serait vraiment bizarre dans une prétendue démocratie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en général, les décisions sont prises vraiment très souvent. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de pression, il y a aussi des pressions économiques qui sont très fortes. Il y a quand même aussi des cours d'appel, non? C'est ce qui est le cas en ce moment. Oui, oui. Et le CDG Express a été suspendu, et puis la cour d'appel a remis un peu d'ordre dans tout ça, et ça a redémarré. J'ai entre les mains le nouvel observateur de cette semaine, qui titre Justice sous pression, enquête sur la montée du populisme anti-juge, 4 anciens gardes de vaisseau témoignent. C'est la une de couverture de l'Obs de cette semaine. Ce que vous pourriez nous dire sur la réalité de ce populisme anti-juge. Ce populisme anti-juge.
Rien. Je voudrais apporter peut-être une réflexion, monsieur le bâtonnier et mon cher maître. C'est est-ce que si on réformait le tronc d'accès à l'École nationale de la magistrature, c'est-à-dire que, comme dans l'internat, on fait un examen commun, notaire, avocat, commissaire de justice, juge, et chacun, en fonction de son classement, choisirait ce qu'il souhaite. Voilà la réflexion. La deuxième chose que je voudrais dire, lorsque Nathalie Roré a été nommée à l'école de la magistrature, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement? Ça, c'est une question à... S'il y en a eu un, c'est qu'on a mis un magistrat à la tête de l'école du barreau. Et que ce directeur de l'école de formation du barreau, qui est un vrai magistrat, a supprimé les cours en amphithéâtre sur l'histoire de la profession et sur les grands principes, qui duraient un certain nombre d'heures, pour que ce soit désormais en visioconférence. Vous savez, je ne suis pas sûr que Nathalie Roré, quelque estime que j'ai pour elle, arrive à convaincre les futurs magistrats d'avoir de l'estime pour les avocats et d'accepter qu'ils plaident, à condition d'ailleurs qu'ils plaident bien. Tandis que le magistrat qui, lui, est à la tête de l'EFB, préfère qu'on n'entende pas les avocats. C'est quelque chose d'assez curieux. Et vous savez, sur le plan des relations avocats-magistrats, il y a quand même une dégradation terrible. Le nombre de fois où les confrères se voient dire par les juges « pas la peine de plaider, déposer le dossier ». L'autre jour, un magistrat me dit mais votre plaidoirie, ce sera long. Monsieur le Président, non. Je vais évidemment parler des prolectes de Dioclétien, ce qui me conduira aux compilations de Justinien. Je ne pourrais pas éviter alors de me diriger vers l'esprit des lois de Montesquieu. J'en aurai pour 2 heures. Alors après, je parlerai de mon dossier. Ce sera un peu plus long. Bon. Je m'étais inspiré du devoir d'insolence que je vous dois, comme la magistrate l'autre jour qui avait convoqué un de mes clients pour une séance de déontologie d'experts comptables, et il devait s'expliquer, mais la lettre qu'elle avait envoyée à ce malheureux énonçait des faits comme acquis, alors qu'il était là pour s'expliquer. Je lui ai donc fait une lettre pour lui dire « Madame, je pense que vous avez dû employer le conditionnel ». Elle me répond « Maître, je ne comprends pas le ton de votre lettre, vous qui êtes un auxiliaire de justice ». Alors je lui ai répondu « Madame, je ne suis pas un auxiliaire de votre justice, je suis un éveilleur de votre conscience. » Elle a été très calme à l'audience. Jean-Marie Rouen, vous nous avez fait beaucoup rire, on vous en remercie quant à l'incohérence de la loi à une société qui ne sait plus très bien où elle se trouve actuellement. Vous nous avez parlé de la 17e chambre, dont je salue l'intelligence souvent des juges, parce qu'ils ont des affaires difficiles à connaître et des jugements souvent compliqués à prononcer. Ils s'occupent de la liberté d'expression. Je pense que cela vous concerne également en tant qu'artiste, qu'écrivain. J'aimerais savoir ce que vous-même, ainsi que l'Académie, avez entrepris pour défendre Boualem Sansal. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet dont vous vous occupez? Et vous, personnellement, comment le considérez-vous? Alors, je crois que, qu'on soit écrivain ou non, le cas de Boualem Sansal interpelle tout le monde. C'est évident que nous avons tous à la fois un cœur et une culture, et le fait qu'un écrivain soit arrêté en Algérie pour un délit d'opinion, ça nous choque tous. Pour l'Académie, vous savez, il a été question à un moment de les lire tout de suite pour faire pression sur le gouvernement algérien. Personnellement, je n'étais pas favorable à cette idée, même si j'ai beaucoup d'admiration et de compassion pour Boualem Sansal. Et je n'étais pas le seul, puisque à la majorité, nous avons décidé de ne pas les lire, parce que nous ne voulions pas introduire, et ça c'est pour introduire des éléments politiques dans l'élection des membres.
On doit être dégagé. Et c'est ce qui a évité à l'Académie de nombreuses erreurs. Puisque vous savez que sous Vichy, il était question, je crois, d'un membre de l'Académie, c'était Abel Bonnard, je crois, qui voulait qu'il y ait une motion de soutien au maréchal Pétain au moment de Montoire. Et un certain nombre d'académiciens ont fait pression pour dire qu'il n'est pas question, enfin ils ont voté contre cette motion, notamment Paul Valéry, je crois Bergson, un certain nombre. Donc l'immixion de l'Académie dans des questions, que ce soit dans des questions d'éducation nationale, dans des questions de justice, même si moi-même, au moment de mon élection, ma réception à l'Académie, j'ai fait venir Omar Haddad à l'Académie pour ma réception. C'était individuel. Faire élire Boualem Sansal pendant qu'il était en prison, c'était une intervention, disons, de l'Académie. C'est une immixtion de l'Académie qui pouvait être dommageable. Et avec toute vraiment la compassion que je peux avoir pour Boualem Sansal, eh bien, je crois que c'était une sage décision. Tout à fait d'accord. D'autres questions? D'autres questions? Vous avez encore des livres? Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais citer une phrase de Bernard Shaw qui s'adresse aussi bien aux bâtonniers qu'à moi. Voir un écrivain après avoir lu un de ses livres, c'est voir une oie après avoir mangé du foie gras. Eh bien, donc, les livres sont là, ils sont à votre disposition. Je reprends un instant ma fonction de président du Palais littéraire et musical pour remercier avec beaucoup de chaleur Maître Jean-Marie Roire de l'Académie française pour la qualité de son intervention et la qualité de ses écrits. Nous qui ne sommes que des créateurs de paroles volatiles, nous ne pouvons qu'admirer le marbre de l'écrit, et vous êtes un sculpteur remarquable. Puis on va demander